Là, c'est les petites chaussettes et culottes qui sèchent. Mais bon, vous les voyez pas. C'est mieux parce que c'est sur le radiateur du salon. Et là, petite fraise. Voilà, il faut que je les plante, mais j'ai la flemme. Peut-être qu'on va faire des fraises d'intérieur. C'est important pour faire de la confiture, ma chère Maria. Bref, travaillons un peu. On va essayer de faire le raccord. Chut, chut, chut. Tu cours. Tu veux t'installer là ? Non, je pars justement. Vas-y, Comme pars. je me sens pas trop incluse dans le... Mais si, on est inclusive. Non, pas du tout. Exclusif. Maria, on est exclusive. Affreux. C'est pas bien ça. Moi qui me croyais inclusive, j'ai eu travail encore. Bon, bah là, je suis en train de faire la jonction, je t'explique. C'est un trait, tu fais un point A, il y a un espace vide, mort, rien, et un point B. Et là, je suis en train de faire la jonction entre le point A et le point B. Est-ce que tu visualises ? Tu as visualisé ou pas ? T'exagères, hein. Alors là, me comparer avec François Bayrou, j'avoue que là, j'ai un peu de mal. Heureusement que je suis pas rancunière. Vous voulez que je vous explique la mécanique céleste ? Alors, je vais vous expliquer la mécanique céleste. Alors, vous voyez un cube. Un cube. Genre un cube, quoi, normal. Là, vous mettez dans le cube le sable le plus fin possible au monde. Vous remplissez votre cube. Et là, il faut vous dire... Non, parce que c'est une passion chez moi. La mécanique solaire... exactement. Ceux qui me connaissent savent que je suis passionnée par ce sujet, la Voie lactée, tout ça. Donc, excusez-moi, comme je suis passionnée, je finis de m'expliquer. Quand tu as rempli cette boîte de sable extrêmement fin, le plus fin du monde, la boîte 1 mètre par 1 mètre, c'est hyper important le truc, on s'en fout. Une boîte. Oh là là, c'est fatigant les gens qui sont obsessionnels sur les tailles de boîtes. Alors, hein, MZ. Donc, quand tu l'as rempli avec le sable le plus fin du monde, eh ben, il faut te dire que ça à l'intérieur, c'est autant de soleil qu'il y a dans le ciel. Et autant, ta gueule, autant de soleil qu'il y a dans le ciel, donc des milliards, et autant de, il n'y a pas que les soleils, hein, autant de, comment ça s'appelle ? Autant de galaxies qu'il y a dans le ciel, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus d'étoiles que de galaxies, et ben oui, et Béro, va te coucher, je sais mieux la théorie que toi, voilà. Ça y est, j'ai fait la transition du point A à point B. Porte Nawak. Oui, ça va, je te dis, bon, alors... Tout ça pour vous dire, je fais la jonction avec des petits mots. Bref, tout ça pour vous dire. Après, il y en a qui disent qu'ils ont l'impression qu'on boit en faisant les podcasts, hein, n'est-ce pas, Estelle, elle. Non, on boit pas, hein, on boit que de l'eau pétillante. Alors, d'ailleurs, merci pour mon petit t-shirt Corcadre que tu as acheté. Et donc, je suis allée sur les traces de Masha. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tiens, je vais faire un petit coup au centre LGBT de New York, hyper sympa. Et là, ils disent, oui, vas-y, installe-toi, charge ton portable, pose tes affaires, grand luxe, bref. Et là, je dis, mais j'aimerais bien aller là où Masha s'est fait, quoi, un peu à pèlerinage, là où on l'a jeté à la flotte. Et donc, j'y suis allée, c'était dans la rue Saint-Christophe, il me semble. Au bord de la Houston River, je crois. Je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est ça. Peut-être c'est l'autre côté. En face, tu vois au loin la Statue de la Liberté, que des gens qui courent. Et là, tu as une sorte de ponton avec que des drapeaux. Je sais pas si c'est arc-en-ciel ou bien c'est des drapeaux trans. Plein de drapeaux, mais que sur un côté. Et je me suis dit, mais c'est sûr, c'est en hommage à Masha qui a été noyée ici, quoi. C'était vraiment le lieu. Et très émouvant. Voilà, je me suis recueillie, très émouvant. Je suis restée pas mal de temps. Mais je m'y attendais pas du tout, en fait. Parce qu'en fait, tu t'imagines, j'avais vu les films, ça n'a rien à voir, tout a changé, etc. Mais il y a quand même la trace, le lieu. Ils ont préservé le lieu. Voilà, très, très important, ce lieu, pour moi. Et après, en revenant de New York, j'étais dans le train. Et t'as un gars qui me touche un peu l'épaule, il me dit, est-ce que vous voulez un coussin ? Et je dis, ouais, pourquoi pas. Il me dit, par contre, c'est un coussin
qui prête après. Je dis mais j'en fais quoi? Il me dit vous faites ce que vous voulez, bref. Donc je prends le coussin et je me rendors. Et au bout de 2 heures, je me réveille. J'ouvre les yeux, je regarde, et puis j'avais un petit papier sous mon oreille, écrit. Non, écrit sur une feuille de PQ, au stylo bic, bien appliqué. Donc vous imaginez ce que c'est écrire sur une feuille de PQ au stylo bic, pas facile. Tout le monde l'a essayé, un numéro de téléphone, tout pas facile. Donc là, il y avait un petit mot, bonjour, juste pour vous dire que les coussins sont réservés aux femmes. Et là, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle dit? En fait, elle a pensé que j'étais un mec. Donc au début, j'y croyais pas. Je dis non, mais c'est une blague et tout. Mais en fait, après, je regarde. Mais je dis, bah si. En fait, j'ai été mégenrée dans le train. La meuf, elle a cru que j'étais un mec et elle m'a mis un petit mot. Elle a pris quand même le temps d'écrire son petit mot en me disant, ces coussins sont réservés aux femmes. Non, mais incroyable. Première fois que ça m'arrive. Je me dis, ça doit pas être cool d'être mégenrée tout le temps. Voilà, j'ai pensé. Petite pensée à Macha. Pas cool. Tu te dis que finalement, quand tu commences à t'en prendre aux femmes trans, bah finalement, les gens ils vont commencer à douter sur les femmes cis. Ils vont dire, elle est peut-être une femme trans, et puis hop, on va l'empêcher d'aller aux toilettes, et puis elle est peut-être femme trans, on va l'empêcher d'aller dans les vestiaires des... Et en fait, vite, tu bascules sur un tri. Les mecs, ils vont faire un tri sur qui est une femme trans, qui est une femme cis par rapport au physique. Et c'est hallucinant. Déjà, ça va vite, et puis... ça va être très aléatoire et ça va être en fonction de la beauté. Donc c'est eux qui vont nous dire, en fait... et je pense qu'à partir de 50 ans, on va être toutes des femmes trans. Hein. Honnêtement, quand tu vas dans la rue, à partir d'un certain âge, il n'y a plus beaucoup de différence. En fait, après, ce petit message sympathique que j'ai eu dans le train sous l'oreille, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Récemment, Maria, elle s'est mise à faire des icônes avec des saintes trans. Quand, par exemple, elle va être agressée, ou comme moi j'ai été mégenrée, ou Macha, etc., elle peut plus, mais violentée quand il y a des violences et tout pour les femmes trans, et Maria, elle peut se raccrocher finalement à un imaginaire, à des icônes, à une représentation de femmes trans qui peuvent la consoler, ou avoir une image pour les âmes terrifiées. Voilà. Bon, je vous mettrai une petite photo. C'est pour les âmes terrifiées. Elle est super belle. Et en fait, la technique de l'icône, c'est d'aller des ténèbres à la lumière. Donc on commence par du très sombre. Et après, on met toutes les ombres, mais lumineuses, en fait, qui fait que ça éclaire les visages, etc. Et je sais pas si vous avez vu ma dernière peinture, l'avant-dernière, parce que je ne vais pas montrer la dernière, parce que je vais faire une petite perf. Entre nous, je vous le dis, normalement à la Trump Tower en mai, mais celle d'avant, là, de la Joconde, œuf, on voit vraiment le fond qui est très sombre, et en fait je suis un peu surexposée, et même la Joconde, la peau de la Joconde, elle est très lumineuse ou blanche, et en fait ça, c'est aussi une technique iconographique, en fait, pareil, des ténèbres à la lumière. J'ai un peu copié Maria, en fait. Non, c'est la technique du clair-obscur aussi, ou de l'iconographie, donc d'aller des ténèbres à la lumière. Je représente la Joconde, je la représente, et en fait, en l'amenant à la lumière, elle devient la Joconde. Elle est la Joconde. Et du coup, quand une personne va regarder sans le savoir, il fait le même chemin. Il va voir la Joconde, et après, il va s'adresser au personnage de la Joconde en vrai, en fait. Si ça représente par exemple la Joconde Trump, c'est Trump. On est sur quelque chose de vivant. C'est vraiment les personnes qui sont présentes devant nous, contrairement à une peinture où c'est juste des personnages. Et c'est une manière d'accéder de la représentation au représenté. Et en fait, quand j'ai fait cette peinture, donc avec cette technique iconographique des ténèbres à la lumière, ça fait avancer le Schmalbleck. Non, ça va dire quelque chose qui est irreprésentable. Quand on regarde cette peinture avec donc la Joconde, avec une petite moustache, ça, on pourrait penser à une femme trans. Et moi, en dessous, l'esclave, c'est-à-dire j'ai les mains liées, je suis nue et je suis à ses genoux. Donc, esclave d'une femme trans.
parce que il faut s'occuper de sa femme qui est trans parce qu'elle est plus sensible, parce que c'est compliqué, parce qu'elle peut être agressée, etc. Et donc je ne peux pas partir aux États-Unis par exemple pour faire ma perf. Et donc il faut que je reste là pour m'occuper, accompagner en fait ma femme. Et en fait la différence entre l'iconographie byzantine et ma peinture, l'iconographie byzantine, elle va replacer en fait le divin, va lui redonner le pouvoir sur le réel. Elle va dire il faut être esclave du divin. Et moi, ma peinture me permet de faire le contraire, de me dire non, je ne serai pas esclave de ma femme et je me casserai bien gentiment aux États-Unis. Je fais un gros bras d'honneur à ce que cette icône dit. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la même technique iconographique, entre une icône qui dit quelque chose de divin et ma peinture, l'icône, c'est l'inexistant qui domine sur l'existant, et ma peinture, elle dit le contraire. Voilà ce que dit l'inexistant, et voilà ce que toi tu ne dois pas faire. Par la même technique, le même travail pictural, je vais l'interpréter de façon inverse. La domination de l'invisible sur le visible, finalement, l'invisible, il dit quoi ? Il dit un peu tout ce qu'on a envie qu'ils disent ou ce que les autres ont envie qu'ils te disent à toi. Donc en fait, c'est la porte ouverte à tous les fantasmes ou à tous les charlatans ou à tous ceux qui veulent prendre le pouvoir sur ta vie. Et donc, c'est hyper dangereux et très facile. Et c'est pour ça que, c'est pas que je déteste l'icône, hein. Ça n'a rien à voir, mais je trouve ça assez jouissif de pouvoir interpréter une œuvre de façon contraire à ce qu'on nous l'a en fait enseigné. Ne fais pas ce que tu devrais faire, surtout, parce que sinon tu vas devenir une esclave de quelqu'un, de quelque chose, d'une croyance. Mais c'est surtout, vas-y vite, barre-toi, et voilà ce qui va t'arriver si tu écoutes ce que dit le divin. L'icône canonique, elle est finalement, je trouve, autoritaire. Le sacré. Et le sacré, du coup, impose. Il impose un respect, une soumission par rapport au réel. Une domination sur moi, sur nous. Par juste le fait d'être là en image. Contrairement à l'art, il n'y a pas quelque chose de sacré derrière. Et du coup, on l'interroge. On lui dit, à cette œuvre, qu'est-ce que tu nous dis ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Et donc, elle est ouverte et elle nous parle, on peut discuter. Et il va sortir quelque chose de nouveau. Par exemple, cette Joconde trans qui met en esclavage moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Contrairement à une icône qui n'est pas ouverte. Elle nous impose sa domination et son sacré. Je suis au-dessus du réel, je suis dans la toute-puissance et je te demande de te soumettre. Donc c'est vraiment, finalement, malgré les mêmes techniques, c'est une opposition à la fin. Même si les icônes peuvent être très artistiques, en opposition. Alors, imaginons que mon œuf, là, mon corps cadre, ma Joconde avec moi, soit une icône. La Joconde, c'est Dieu, la déesse, ou le Christ, femme. C'est Léonard de Vinci qui l'a fait en femme. Qui presque est en train de bénir. On se demande avec sa main droite si elle ne bénit pas son esclave. Donc moi, ici, qui finalement n'a pas le choix d'être son esclave, et on se doit d'être heureuse en tant qu'esclave, etc. Et il n'y a pas d'autre ouverture possible. C'est la réalité de cette icône et c'est comment on doit vivre cette réalité. Il n'y a qu'une seule voie en fait, il n'y a qu'une possibilité, il n'y a qu'un il y a qu'un discours, il n'y a qu'une réponse. Depuis 1000 ans, elle dit toujours la même chose. Et il peut y avoir, pour moi par exemple, quand je vais incarner mes performances, un peu la peur de figer ou d'imposer une représentation comme l'iconographie, c'est-à-dire que j'impose une façon de voir au monde et qui peut être un peu aussi totalitaire. Mais évidemment, pour moi, j'ai pas le choix de donner corps à mes œuvres, sinon elles restent dans un virtuel et elles sont destinées à ne pas durer et ce sera des instants qui vont disparaître. Et moi, j'ai besoin que ça s'imprime dans le réel. Ouais, même si c'est pas facile parce que ça va faire un corps cadre.
Là, ça peut devenir une icône. Et c'est là où il faut vraiment rester dans le dialogue avec ses peintures et pas en faire justement une icône qui dit une seule chose ou qui dit que ça, mais rester en œuvre ouverte qui parle à chacun sans idéaliser ou sans dire elle a voulu dire ça, quoi. Voilà, il faut vraiment pas que ça devienne une icône, mais vraiment une œuvre ouverte à tout le monde. Et en fait, le seul intérêt de sacrifier mon œuvre au superficiel, c'est-à-dire à faire une peinture, c'est de, par le superficiel, pouvoir faire accéder au profond de l'œuvre. Point. Et puis faire un peu des sous aussi, on sait jamais si ça vaut des fortunes plus tard. Je vais être riche, je pourrais avoir acheté un petit yacht et tout. Mais ça, je dis pas parce que ça fait vraiment pas très artiste.